Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 15 mars, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une jeune femme de 21 ans à 2 ans et demi de prison pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de plusieurs crimes. Elle avait déjà été condamnée à 4 ans par le tribunal pour enfants pour des faits commis quand elle était encore mineure. Leïla B avait été arrêtée chez elle à Béziers dans l'Hérault en 2021. Déscolarisée, elle vivait recluse depuis 2 ans dans sa chambre. Elle consignait par écrit des projets d'attentats. Elle dialoguait sur Internet avec des djihadistes. Et quand elle a été neutralisée, elle semblait préparer l'attaque d'une église proche de chez elle à Béziers. Code Source prend le temps de revenir sur cette affaire aujourd'hui avec Clara Seren-Rosso du service police-justice du Parisien. Clara Seren-Rosso, le mercredi 13 mars, vous êtes au Palais de justice de Paris pour suivre le procès de Leïla B. Cette jeune femme de 21 ans doit être jugée par le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de plusieurs crimes. Est-ce que vous pouvez d'abord nous la décrire au début de ce procès pour qu'on puisse se l'imaginer ? Elle est assez étonnante, Leïla. Au début de son procès, elle se cache un peu derrière ses longs cheveux bruns. Elle est complètement mutique, elle est aussi complètement engoncée dans une grosse doudoune noire. En fait, elle fait beaucoup plus jeune que son âge. C'est une jeune femme de 21 ans qui a l'air d'en faire 17 ans. Elle a une voix claire, une voix de petite fille. Elle répond par oui ou par non, mais elle est assez mutique en fait. Alors on va revenir à la fin de ce podcast sur ce procès et raconter comment il s'est terminé. Mais d'abord on va rappeler cette affaire. Clara Seren-Rosso, tout commence au printemps 2021, début avril. Les autorités françaises reçoivent une information importante en provenance du Maroc. En fait, le 3 avril, les renseignements français, donc la DGSI, ils reçoivent un renseignement qui les inquiète. Il y a un projet d'attentat qui va se faire probablement lors du week-end de Pâques. Alors on ne sait pas trop si ça va viser une église à Strasbourg ou à Montpellier, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une attaque vraiment imminente puisqu'une jeune femme discute avec des internautes sur Telegram. Cette jeune femme, c'est donc Leïla. Et ce qu'elle veut faire, c'est attaquer des fidèles avec un sabre. Que fait la justice ? La justice, elle ouvre une enquête préliminaire le jour même de cette alerte attentat, parce que là, on est 2 jours avant le dimanche de Pâques, donc c'est vraiment imminent. Cette enquête préliminaire va très vite. Oui, en fait, ça prend quelques heures. Son adresse IP, donc l'adresse internet de son ordinateur, permet de remonter assez facilement à son domicile, donc à Béziers. Une perquisition est organisée en pleine nuit, c'est possible en matière de terrorisme, la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril, à Béziers, donc dans l'Hérault, dans un appartement du quartier de la Devèze. Les policiers, ils arrivent à 1h55 du matin et ils défoncent la porte. Alors ça prend quelques minutes et c'est un détail assez important puisque les enquêteurs, en exploitant le téléphone de Leïla, ils se rendent compte qu'en 13 secondes, elle a eu le temps d'effacer 4 applications. Parmi elles, il y avait Instagram ou Telegram, des réseaux sur lesquels elle échangeait avec des internautes sur ses projets d'attentats. Et en fait, quand ils entrent, ils trouvent Leïla debout dans le hall d'entrée et elle les laisse passer sans rien dire. Et dans la chambre de Leïla, les enquêteurs sont surpris par la décoration. Oui, cette décoration, elle est pour le moins étonnante. La première chose qu'ils trouvent sur sa table de nuit, c'est un couteau de cuisine de 30 cm de long. Ce qu'on trouve aussi sur les murs, c'est des photos qui ont été imprimées par Leïla elle-même sur du papier glacé. Alors les photos, c'est la décapitation de Samuel Paty dans un coin. Dans un autre coin, il y a une photo des tours jumelles du World Trade Center en feu. Il y a des photos de djihadistes, il y a des photos de la fusillade de Columbine. Voilà, c'est une décoration très très violente. On trouve aussi des engins explosifs à moitié terminés, des fils électriques partout. En fait, c'est une véritable armurerie, quoi. Concrètement, c'était des bombes qu'elle était en train de fabriquer ? Oui, tout à fait. On se rend compte que le processus de fabrication arrivait à sa fin. En fait, elle avait scotché des bouteilles entre elles avec des batteries de téléphone, il y avait des fils qui dépassaient de tout ça. On se rend compte que c'était quand même sur le point d'être achevé. Les policiers découvrent aussi plusieurs produits chimiques dans la chambre. Sur une table au milieu de sa chambre, il y a des bouteilles d'acide sulfurique, des bouteilles d'éthanol, des bouteilles d'alcool à brûler. Il y a aussi des petites boulettes d'aluminium qui servent à être incrustées dans les bombes pour faire un maximum de dégâts. Il y a aussi des traces au sol. Oui, il y a une trace au sol de brûlure de 15 cm de diamètre dans sa chambre. On retrouve les mêmes traces dans son salon, on retrouve les mêmes traces aussi dans les chambres de ses sœurs. En fait, c'est le résultat des essais de ces mini-bombes. Et alors elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est les chaises à roulettes qui ont abîmé le sol.
Leïla a 3 sœurs et un petit frère. Clara Seren-Rosso, à ce moment-là, la jeune femme a 18 ans. Elle est déscolarisée depuis 2 ans et depuis 2 ans, justement, elle vit recluse dans sa chambre. C'est un peu triste, mais sa mère, elle a été auditionnée par les policiers et elle disait qu'elle ne sortait que tous les 6 mois pour aller aux toilettes, pour se faire à manger. Ce qu'on sait, c'est que la mère n'avait pas du tout accès à la chambre de sa fille, mais qu'elle trouvait que des odeurs un peu étranges émanaient de la porte. Cette mère, elle a l'air complètement dépassée. Oui, elle a jamais travaillé, elle a un état psychologique assez fragile. En fait, elle a fait de la dépression, elle a été hospitalisée aussi en 2018 dans un hôpital psy. Elle a des épisodes délirants. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'elle passe ses journées à fumer devant les écrans et que les enfants se sont un peu gérés tout seuls. On prend pas les repas ensemble, chacun fait son truc. Et Leïla, quand elle a été auditionnée, elle disait qu'elle mangeait que des pâtes. Décrivez-nous l'état de cet appartement. Alors les policiers, quand ils sont rentrés dans l'appartement, ils ont dit que c'était épouvantable. On vit dans une grande précarité dans cet appartement, il y a des sacs poubelles partout, il y a des casseroles avec des asticots qui grouillent, il y a des excréments par terre, il y a des graffitis sur les murs avec des insultes. Enfin, voilà, c'est dans un état de saleté assez incroyable. Le père de Leïla, qui est aussi par ailleurs gravement malade, n'est pas du tout présent dans sa vie. Ses parents se séparent au moment de l'interpellation, mais même avant ça, il y avait beaucoup de bagarres en fait entre les deux. Lui était alcoolique, donc Leïla se réfugiait souvent chez ses grands-parents en fait. Clara Seren-Rosso, en 2019, les policiers avaient déjà eu affaire à Leïla. Oui, en fait, ils entrent au domicile familial parce qu'ils vont placer son petit frère, donc ils veulent faciliter le placement. Ils trouvent Leïla avec 3 couteaux dans les mains et elle fait très très peur à un fonctionnaire qui était là pour faciliter les choses. Elle le poursuit dans l'immeuble, il est obligé de sortir à l'extérieur tellement il a peur. Et ce qu'on sait, c'est que les policiers ont fait un rapport en disant qu'ils avaient eu réellement peur pour leurs collègues. La même année, en 2019, une collégienne avait aussi fait un signalement visant Leïla pour des propos qu'elle avait tenus sur Internet, sur Instagram. Les renseignements, ils ont reçu une alerte de cette collégienne de Clamart qui discutait sur Instagram via les messages privés avec une jeune femme qui se disait américaine et qui disait qu'elle voulait mourir, mais avant ça, elle voulait tuer quelqu'un. Et il se trouve en fait que cette jeune femme, c'était Leïla. Dans le cadre de la perquisition du 4 avril 2021, les enquêteurs saisissent des carnets de Leïla, des journaux intimes macabres. La jeune fille est obsédée par la mort. Ouais, on retrouve des cahiers à spirale, comme des sortes de journaux intimes, effectivement, où elle parle de son amour pour la souffrance des autres. Alors c'est assez étonnant, on a des listes des différentes étapes pour décapiter une personne. Alors, sa grande autre passion, c'est les gens brûlés vifs. Elle explique à quel point ça lui procure du plaisir, en fait, de regarder des épisodes de mort violente. Le titre de son tout premier carnet, c'est « Moi, j'aurai votre sang sur mon visage ». Il y a aussi des dessins dans ces carnets. Ouais, elle dessine plutôt bien, Leïla, c'est assez étonnant d'ailleurs. Par contre, elle les utilise pas à très bonne escient, ses capacités. Il y a des dessins d'armes, beaucoup de dessins d'armes en 3D. Il y a des dessins de bourreaux qui pendent des gens, surtout des personnes noires. C'est des dessins très très violents. Il y a beaucoup d'écrits racistes d'ailleurs aussi dans ces carnets. Oui, complètement. Leïla, c'est une adepte des théories néo-nazies et en même temps djihadiste. Elle ne fait pas de distinction entre les deux. Donc il y a des dessins avec beaucoup de croix gammées, beaucoup de personnes noires qui subissent des sévices, beaucoup de racisme, d'homophobie aussi et d'antisémitisme dans ces dessins. Autre élément troublant que renferment ces carnets, ce sont plusieurs schémas de son ancien lycée par exemple ou encore d'une église. Oui, alors c'est en ouvrant les carnets que les policiers se rendent compte que le projet d'attentat, il visait pas nécessairement une église à Montpellier ou à Strasbourg, mais bien à Béziers, parce qu'elle habite juste en face de l'église Notre-Dame de la Réconciliation à Béziers, et on trouve un plan assez précis de cette église-là, avec notamment une mention en plein milieu du dessin, qui dit « les gens ici à 17h ». En fait, c'est l'horaire d'affluence de cette église-là, à l'heure du catéchisme, où il y a beaucoup d'enfants dans l'église. Elle fait la même chose pour les plans de son lycée avec les horaires d'affluence. Concrètement, elle écrit aussi sur ses possibles projets d'attentat. Oui, complètement. En fait, c'est loin d'être théorique. On lit dans son carnet, je cite, « Je vais parler de mes plans un petit peu. Le plan 1, le matin, je vais faire exploser les bombes placées à l'avance. Je vais descendre un voisin, puis 2 autres et peut-être plus. Le plan 2, il est beaucoup moins sanglant selon elle. Elle dit, je vais me rendre chez quelqu'un en particulier et abattre toute la famille et lui en dernier, s'assurer de le tuer en dernier pour qu'il voit des trucs horribles avant de crever. » Pendant sa garde à vue, Leïla confirme aux enquêteurs sa fascination pour la mort et pour les idéologies mortifères.
Il y a une évolution en fonction des gardes à vue. Au tout début, elle a du mal à le dire. Elle dit qu'en fait, c'est plutôt un hobby, que c'est l'histoire qui l'intéresse, que c'est la guerre. Et finalement, il y a une garde à vue où elle explique qu'effectivement, ça la fascine et qu'elle avait vraiment un projet d'attentat. Ce qui est intéressant, c'est que lors de cette garde à vue-là, elle ne signe pas sa déposition parce qu'elle se rend compte qu'il va y avoir une portée assez importante. Le lendemain, quand même, elle persiste et elle finit par signer. Elle n'a pas le choix, en fait. Elle l'a dit et maintenant, c'est trop tard. Donc là, à demi-mot, elle reconnaît qu'elle avait un vrai projet. Oui, complètement. On a un peu l'impression qu'elle fait pas exprès de le reconnaître, mais elle dit aux enquêteurs « Je voulais faire exploser une bombe, mais je savais juste pas quand ni où ». Clara Seren-Rosso, ce qui apparaît dans l'enquête, c'est que Leïla échangeait sur Internet avec des djihadistes. Plusieurs djihadistes, dont un de son âge qui lui proposait de l'épouser parce que lui voulait partir en Syrie. Ces échanges portent surtout sur des demandes d'armes. Elle demande à des gens comment est-ce qu'elle va réussir à se procurer une arme. Et elle ne parle pas qu'avec des djihadistes, elle parle aussi avec des néo-nazis de ses projets d'attentat. La jeune adulte de 18 ans donc fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques. Que disent les experts à son sujet ? C'est un peu étonnant, les experts ne relèvent aucune maladie psychiatrique la concernant. Alors évidemment, ils parlent d'une personnalité borderline. On sait qu'elle a une phobie sociale, on sait qu'elle a un gros manque d'empathie et des carences au niveau des affects. En fait, elle dit qu'elle n'aime que les chats et sa mère. Donc on se rend bien compte qu'il y a un souci et des troubles mentaux, mais pas de maladie. Et donc on ne peut pas parler d'une altération du discernement la concernant. Clara Seren-Rosso, on en revient à son procès qui se tient devant le tribunal correctionnel de Paris du 12 au 15 mars. Jusqu'à son procès, elle était en détention provisoire, elle est dans le box des prévenus. Quand vous la regardez, vous ressentez quoi ? Je crois qu'on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet. Moi, j'arrive en avance au procès, je suis une des premières à m'asseoir sur le banc, je suis à 2 mètres de Leïla. Elle regarde vide, en fait, elle me regarde vraiment fixement, mais on voit que dans ses yeux, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça fait très peur. Au début de l'audience, Leïla est interrogée sur son père, qui était donc gravement malade et qui est mort pendant l'enquête quand elle était en détention provisoire. Oui, et ça, la présidente, elle le rappelle en fait au tout début, mais c'est des faits qu'elle rappelle et elle s'attend pas du tout à ce que Leïla la contredise. Or, quand elle rappelle ces faits-là, Leïla fait non de la tête. Alors la présidente, elle lui demande « Qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce que votre père, vous pensez qu'il est pas mort ?» Leïla, elle continue à dire non. La présidente lui demande « Est-ce que vous pensez qu'il est toujours vivant ?» Et elle dit oui. Pendant la plus grande partie de l'audience, la prévenue ne dit rien ou presque. Elle se comporte un peu comme une petite enfant qui boude. Elle répond par oui, par non, je sais pas, je sais plus. C'est très frustrant pour tout le monde. On a envie de savoir ce qu'il y a dans la tête de cette jeune femme et on n'y arrive pas. À un moment, un après-midi, pendant l'audience, sa mère vient s'asseoir dans la salle avec les spectateurs. Oui, alors ça crée l'événement dans la salle. Leïla, ça a été un mur depuis le début du procès. Et là, d'un seul coup, sa mère arrive, elle se tord les mains, elle gigote dans le box des prévenus, elle essaye de parler à son avocat, mais il est trop loin, alors faut qu'elle se penche. L'avocat demande une suspension d'audience qui lui est accordée, alors elle discute avec sa mère pendant quelques minutes. Finalement, sa mère décide de s'en aller et on la reverra plus. Quelle est la ligne de défense de Leïla et de ses avocats ? Alors Leïla, elle dit qu'elle a changé de hobby, maintenant c'est plus les tueries de masse, c'est la musique des années 90. Alors elle en dit pas plus, on sait pas ce qu'elle écoute. Mais le vrai argument, et celui qui est le plus utilisé par ses avocats, c'est de dire tout ce qu'elle a fait, c'était pour faire peur. Elle n'avait pas un réel projet d'attentat. Ce qu'elle dit en fait à l'audience, c'est qu'elle attendait qu'on l'arrête pour la stopper dans ses projets d'attentat. Le vendredi 15 mars, le tribunal correctionnel de Paris condamne Leïla à 2 ans et demi de réclusion, une peine qui s'ajoute aux 4 ans de prison décidés auparavant par le tribunal pour enfants, pour les faits qu'elle avait commis quand elle était encore mineure. Clara Seren-Rosso, le tribunal précise avoir pris en compte la carence matérielle et affective de son enfance, mais il dit aussi avoir tenu compte d'événements graves survenus en prison. Que s'est-il passé en prison ? En fait, Leïla, elle fait peur à ses codétenus. Ce qu'on sait, il y a plusieurs codétenus qui ont été entendus et c'est que elle leur demande tout le temps combien est-ce que je vais prendre si je tue une personne, combien est-ce que je vais prendre en plus si j'en tue 2. On sait qu'au début, elle ne sort pas du tout en promenade. Ensuite, on sait qu'elle compte ses pas dans la promenade pour mesurer la cour. On voit qu'elle regarde assez attentivement les sorties, les entrées. Et elle a été surprise par les surveillants en train de regarder une vidéo d'évasion. Donc c'est pas très rassurant. On l'a dit au début de ce podcast, c'est un renseignement transmis par le Maroc qui a permis l'interpellation de Leïla. Est-ce qu'elle était suivie par le renseignement français ? Non, Leïla, elle n'était pas du tout fichée S. On ne la surveillait pas en ligne ou même en physique. C'était une jeune femme qui était passée sous les radars et qui avait cette passion pour la mort violente sans que personne le sache, à part quelques internautes.
Merci à Clara Seren-Rosso. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.